moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Me voilà bien embêté. J'ai bien envie de tourner cette roue et de voir si je veux gagner. Mais bon, je suis un petit peu matheux et je vais pas aborder ce genre de choses sans un peu de réflexion. Histoire de voir si ça vaut le coup. Est-ce que ce jeu est favorable? Est-ce qu'il m'est défavorable? Est-ce qu'il est équitable? Donc, on va pas faire n'importe quoi. Alors tout d'abord, on va étudier en détail cette expérience aléatoire. Donc cette expérience aléatoire consiste à faire tourner une roue. Alors cette roue est constituée de 18 secteurs. Alors un petit regard rapide me permet de voir que ces 18 secteurs sont équiprobables, tout simplement parce qu'ils ont la même aire, et je suppose que la roue n'est pas truquée. Donc, on peut dire que l'univers oméga, donc je vous rappelle, ceci c'est oméga majuscule, la lettre grecque qu'on utilise pour décrire l'univers, est constitué de 18 secteurs qui sont tous équiprobables. Alors, à défaut de tous les décrire, il est important de pouvoir les dénombrer, c'est-à-dire les compter. Alors, pour résoudre ce type de problème, on va mettre en place une nouvelle stratégie et on va introduire un nouveau type d'outil. On va introduire ce qu'on appelle une variable aléatoire. Alors une variable aléatoire, c'est tout simplement une fonction. Alors vous connaissez les fonctions depuis longtemps, les fonctions qui vont des réels dans les réels, qui un réel x par exemple associe x carré. Vous avez peut-être déjà aussi étudié les suites numériques, donc il y a un antinaturel n associe un réel. Il existe différents types de fonctions. Là, nous allons introduire un type de fonction qui va de l'univers dans les réels. Alors la fonction que je vais mettre en place ici va s'appeler g. G comme gain. Alors le gain, tout simplement, ici, c'est les différentes valeurs que nous voyons apparaître. Alors, ça va être ici ce qu'on appelle un gain algébrique. Un gain algébrique, c'est-à-dire que on peut considérer qu'on gagne moins 5. Donc si l'on gagne moins 5 euros, c'est une perte, évidemment. Donc les valeurs que nous obtenons ici, je les ai mentionnées de la façon suivante. G de oméga, donc qui fait référence à oméga qui est ici, est constitué donc des 5 valeurs que nous avons là. Alors, pour pouvoir conclure, nous allons essayer de travailler avec un certain nombre d'outils. On va mettre en place dans ce chapitre ce qu'on appelle l'espérance de cette variable aléatoire. Alors l'espérance, c'est un peu comme une moyenne, telle que vous avez pu le voir en statistique, qui va nous permettre de nous guider, de nous dire voilà ce que l'on peut espérer gagner. Donc si à la fin nous obtenons donc une espérance positive, on pourra dire que le jeu, il nous est favorable. Si elle est négative, c'est qu'il nous est défavorable. Et si l'espérance est nulle, c'est que le jeu est équitable. Donc nous allons mettre en place tous ces outils maintenant dans le cours. On peut maintenant définir la notion de variable aléatoire. Alors ce qu'on appelle une variable aléatoire, c'est une fonction qu'on note très souvent grand X. Alors on peut la noter grand X, on peut la noter grand Y, on peut la noter grand Z, ou encore grand G, comme vous m'avez vu le noter tout à l'heure. On choisit toujours une majuscule pour noter une variable aléatoire, qui va de l'univers oméga, lié à une expérience aléatoire, dans les réels. Alors, pour bien définir les notations qui suivent ici, on va s'intéresser à cet exemple classique. Je lance un dé non truqué, tout simplement à 6 faces, tout ce qu'il y a de plus classique, et je m'intéresse au résultat obtenu. Le résultat obtenu ici, c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. On note donc oméga, l'univers lié à cette expérience aléatoire. Pour cette expérience aléatoire donnée et pour cet univers, je vais définir la variable aléatoire grand X, qui vaut 0 si le nombre est pair, qui vaut 1 si le nombre est impair. Vous voyez bien que ici, ce sont des réels. Alors, l'ensemble que vous avez ici, que je note x de oméga, c'est l'ensemble image de oméga par x. C'est en fait toutes les valeurs que peut prendre grand X. Donc ici, c'est extrêmement clair, c'est soit 0 ou 1. Alors vous allez me voir de temps en temps le noter x de oméga. Je pourrais aussi noter de temps en temps cet ensemble oméga prime. Ça dépendra de mon humeur. J'aime bien plutôt cette notation qui est ici. Donc cet ensemble est constitué de 0 et de 1. De la même façon, on peut s'intéresser à la notation suivante. L'événement grand X égale 0, c'est tout simplement toutes les situations où j'obtiens une valeur de x est égale à 0, c'est-à-dire pour les nombres pairs, donc 2, 4 et 6. Et de la même façon, je peux définir l'événement grand X égale 1, qui correspond donc à cette notation qui est ici. Alors, avec les variables aléatoires, on va pouvoir introduire de nouvelles notations, comme par exemple celle-ci, l'événement
x supérieur ou égal à a. C'est-à-dire la variable aléatoire x prend une valeur supérieure ou égale à a. Ou encore, c'est l'ensemble des éléments de oméga qui ont une image supérieure ou égale à a par x. C'est extrêmement clair, c'est pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ceci. De la même façon, nous définissons ces événements qui sont là. Nous allons voir maintenant la notion de loi de probabilité d'une variable aléatoire. Alors la loi de probabilité d'une variable aléatoire, on appelle ça aussi la loi image de la variable aléatoire. Donc je vais considérer de façon générale l'univers lié à une expérience aléatoire avec n valeurs. Tout à l'heure dans mon exemple, il y avait 6 valeurs. Et je vais considérer ici oméga prime ou x de oméga, l'univers image, qui est constitué de m valeurs et dans notre cas particulier de 2 valeurs. Donc la loi de probabilité de x est la fonction définie sur oméga prime, qui tout simplement, à chaque xi, par exemple tout à l'heure 0 ou 1, va faire correspondre sa probabilité. Alors ici, vous me voyez noter xi, p de x égale xi, ça serait x1 la première valeur, x2, x3, x4, x5, par rapport au nombre de valeurs. Donc tout simplement, la probabilité que x soit égal à 0, c'est-à-dire 3 sur 6, c'est-à-dire 1 demi. De la même façon, la probabilité que x soit égal à 1, c'est 3 sur 6, c'est-à-dire 1 demi. Alors on démontre très facilement, c'est pas étonnant, que la somme de y égale 1 à grand M, c'est-à-dire toutes les valeurs que vous avez ici, des p de x égale xi, est bien sûr égale à 1. Ce que l'on voit ici dans le tableau, 1 demi plus 1 demi est bien égal à 1. Nous allons maintenant définir ces 3 paramètres importants, l'espérance, la variance et l'écart type. Alors, on va d'abord s'intéresser à la situation où les issues d'une expérience aléatoire sont des nombres réels. Nous parlerons après des variables aléatoires. Donc si on considère oméga, donc l'univers lié à une expérience aléatoire, on note PI la probabilité de l'éventualité oméga i, donc P1 pour oméga 1, P2 pour oméga 2. Ce qu'on appelle l'espérance mathématique de la loi de probabilité, c'est le nombre qu'on va noter mu, donc c'est une lettre grecque, qui sera définie par la somme de i égale 1 à n, n étant le nombre tout simplement d'issues possibles, des PI oméga i, c'est-à-dire chacune des valeurs que nous avons dans la loi de probabilité, on va la pondérer par sa probabilité. Donc le nombre qu'on obtient ici, c'est un peu comme une moyenne, et ça porte le nom d'espérance mathématique. C'est ce qu'on peut espérer obtenir. Nous allons ensuite définir la notion de variance. Alors la variance, c'est ce qu'on appelle un écart de dispersion. Pour chacune des valeurs, nous allons nous intéresser à l'écart qui existe entre ces valeurs et l'espérance. Le problème de cet écart, c'est que de temps en temps, la valeur peut être au-dessus de l'espérance, donc l'écart, par exemple, oméga 1 moins mu va se retrouver positif, mais oméga 2 moins mu pourrait être négatif. Alors pour pas que ça se compense, on va tout rendre positif, alors on pourrait utiliser la valeur absolue, mais la valeur absolue n'est pas toujours un paramètre facile à utiliser, donc on va choisir ici de mettre au carré. Même si c'est pas totalement juste, et même si vous n'avez pas les détails du tout et du pourquoi du comment, le fait de mettre au carré va rendre ceci positif. Et chacun de ces écarts au carré, on va le pondérer par sa moyenne. Ce qui nous permet d'obtenir une espèce de paramètre qui va nous donner une idée de la dispersion des résultats. Alors nous allons voir en dessous que cette formule qui est ici est aussi égale à cette formule qui est bien plus pratique. Nous allons en reparler dans la preuve qui est juste en dessous. On définit aussi un autre paramètre, ce qu'on appelle l'écart type. Alors pour l'écart type, on utilise la lettre grecque sigma minuscule. Et l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à la preuve. Alors, pour la preuve de la formule, alors la variance, on a vu que c'est cette formule qui est ici. Donc, je vais commencer par développer tout ceci. Donc, c'est une identité remarquable, ça ne pose aucun problème. Et tout multiplier par PI. Comme nous l'avons fait ici, je vous laisse lire tranquillement les calculs. Il n'y a absolument aucun problème. Je vous rappelle que ici, c'est oméga i au carré, moins 2 oméga i fois mu, plus mu au carré. Ensuite, vous multipliez tout par PI. Alors, comme nous sommes en train de faire une somme, il faut savoir que dans une somme, on peut modifier tout simplement l'ordre des termes de la somme. On dit que c'est commutatif, on peut les regrouper comme on le souhaite. On dit aussi que c'est associatif. Donc ici, je vais regrouper les termes suivants. Ensuite, je vais m'occuper de ceci, puis de ceci.
Alors vous m'avez vu mettre moins 2 mu en facteur ici. Ben, tout simplement, quand je fais la somme de toutes ces choses-là, évidemment, pour chacun de ces termes, vous avez moins 2 mu qui est présent, donc je peux le factoriser et le mettre devant la somme. De la même façon ici, quand je fais la somme de i égale 1 n des pi mu carré, le mu carré, donc vous avez P1 fois mu carré, P2 fois mu carré, P3 fois mu carré, etc. Je peux le mettre en facteur juste devant. Alors comment on termine cette démonstration? Alors c'est pas très difficile. La somme des pays, ça fait quoi? La somme des pays, on sait bien sûr que ça fait 1. Et la somme de i égale 1 n des pays oméga i, on a déjà vu que c'était tout simplement l'espérance mu. Donc on va voir apparaître ici mu fois mu, c'est-à-dire mu au carré, et ici mu au carré fois 1. Et donc on en déduit tout simplement ce résultat. Je vous laisse relire tout ceci à tête reposée. Maintenant, nous pouvons mettre en place la notion d'espérance, de variance et d'écart type pour une variable aléatoire. Donc on notera ça généralement espérance de x, variance de x et sigma de x. Donc pour l'espérance de x, ça sera donné par la formule suivante. La variance de x, donc c'est la formule que nous avons mentionnée au-dessus. Alors que nous pouvons écrire sous la forme e de x au carré moins e de x le tout au carré. Alors cette formule porte le nom de formule de Koenig-Huygens, qui est bien pratique et qu'on va utiliser régulièrement pour le calcul de la variance, c'est-à-dire la somme de i égale 1 à m des probabilités que x égale xi fois xi que vous mettez au carré, d'où le x carré que vous avez ici, moins l'espérance au carré. Exemple. Donc dans notre exemple où nous jetions tout simplement un dé, donc l'espérance pour obtenir un nombre pair, donc c'est 1 demi fois 0 plus 1 demi fois 1, nous obtenons 1 demi. Pour la variance, c'est 1 demi, bon, vous voyez, le 0 au carré, plus 1 demi fois 1 au carré, moins le nombre là, 1 demi au carré, c'est-à-dire un carré, nous obtenons un quart. L'écart type, c'est évidemment la racine carrée de ceci, c'est-à-dire 1 demi. Alors quelques remarques, On peut interpréter l'espérance comme étant la valeur moyenne, donc je vous l'ai déjà dit, dans le cas d'un grand nombre de répétitions, ou tout simplement ce que l'on peut espérer. Alors maintenant, si la variable aléatoire x désigne le gain lié à un jeu, donc ce que nous avions par exemple tout à l'heure dans mon introduction, donc on va pouvoir dire que si l'espérance est nulle, le jeu il est équitable, si l'espérance est négative, qu'il est défavorable, si l'espérance est positive, qu'il est favorable. Voilà, alors pour ce qui est des paramètres de dispersion, vous étudierez un peu plus ça en terminale. Alors, plus l'écart type est faible, plus les valeurs tendent à être regroupées autour de l'espérance. Nous allons maintenant étudier deux propriétés, donc la première qui concerne la linéarité de l'espérance, et celle-ci que je vous donne en plus, si vous avez envie de vous amuser, vous étudierez beaucoup plus en terminale. Alors, en utilisant les notations classiques, donc pour l'univers image, alors nous allons essayer de montrer cette propriété. Alors pour ceci, je vais simplifier. Au lieu de noter P de x égale xi, je vais noter P'1, P'2, P'3, donc P'1, ça serait P de x égale x1. Alors on a vu que l'espérance de x, c'est cette chose-là. La variance de x, on sait que c'est ceci, j'en parlerai plus tard. Alors je vais m'intéresser à l'espérance de ax plus b. Alors qu'est-ce que c'est que ax plus b? Par exemple, ici, ça voudrait dire que chacune des valeurs qui est ici, je la multiplie par a et je lui ajoute b. Donc si ici j'avais 3, ça ferait tout simplement 3 fois a plus b. Donc quand je note espérance de ax plus b, les valeurs que je vais obtenir, c'est axi plus b. Donc, ça sera la somme de i égale 1 à m des P'I fois AXI plus B. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement développer à l'intérieur de la somme. On obtient donc ceci. Comme je vous l'ai montré précédemment, nous allons maintenant couper cette somme en deux. Nous allons regrouper donc ces premiers termes qui sont là et ces premiers termes qui sont ici. Donc, nous obtenons cette première somme et cette première somme. Et là, vous voyez que dans cette somme qui est là, chacun des éléments un facteur commun qui est A. Donc ce facteur commun, je vais pouvoir le mettre devant. De la même façon, ce facteur commun ici, B, je vais pouvoir le mettre devant. Donc on obtient le A qui est devant ici, le B qui est devant ici. Ensuite, là, on sait que la somme des probas, ça fait forcément 1.
Et ici, on est juste en train de retrouver l'espérance de grand X. Donc on arrive bien à la formule voulue, c'est-à-dire que l'espérance de AX plus B, c'est A espérance de X plus B. Alors, on pourrait essayer de procéder de la même façon pour essayer de mettre en place cette formule. Allons-y, on a un petit peu de temps, c'est pas un chapitre très long, et ça vous fait un peu de bien de travailler avec les sommes. Alors, variance de AX plus B de la même façon, je vais remplacer XI par AXI plus B. Alors, j'utilise la deuxième formule, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la formule de Koenig-Huygens, qui est beaucoup plus simple à utiliser. Donc, allons-y. Donc là, nous allons développer. Après développement, donc on a une fameuse identité remarquable, on obtient ceci. Ici, je vous rappelle que espérance de AX plus B, c'est A espérance de X plus B. Donc là, nous allons avoir une identité remarquable. Après développement, nous obtenons ceci. Et ici, je vais multiplier chacun des termes à l'intérieur par P', et j'obtiens cette chose-là. Donc ce que je peux faire maintenant, la somme qui est là, je peux la couper en 3, la somme de ces termes, la somme de ceci et la somme de ceci. Et à chaque fois, factorisé par le terme qui est en commun. Donc dans ce cas-là, le terme en commun, c'est A, donc je mets A carré en facteur. Ici, nous pouvons mettre 2AB en facteur, et ici, B carré en facteur. Ensuite, bon, on va terminer tranquillement le calcul. Je vais vous laisser lire ceci, il n'y a pas de grande difficulté. On reconnaît ici que ceci, ça va faire 1. On reconnaît ici, donc, l'espérance de X. Après quelques petites simplifications, je vous laisse regarder ça en détail, nous obtenons que la variance de AX plus B, c'est A carré fois ce nombre-là, plus ceci, et ce qui nous donnera à la fin A carré fois variance de X. Alors, je vous laisse regarder ça en détail, il faut le faire à tête reposée. Et donc, nous obtenons une particularité ici, c'est que la variance de AX plus B, vous voyez, le B a disparu. Ce qui n'est pas tellement étonnant, parce que le fait d'ajouter quelque chose à l'ensemble ne va pas modifier la dispersion des résultats. Par contre, le fait de multiplier, oui, va clairement le modifier. Donc, une petite remarque pour terminer ce chapitre. Nous avons étudié pour l'instant uniquement ce qu'on appelle des variables aléatoires discrètes. Si vous continuez un peu les études, si vous allez en maths complémentaires par exemple, vous verrez les variables aléatoires continues, et pour d'autres, vous verrez ça dans le supérieur. Alors, comme d'habitude, alors ce chapitre n'était pas très long, mais néanmoins il nécessite une relecture. Il est important de bien comprendre ces démonstrations si vous voulez aller un petit peu plus loin en mathématiques. Donc voilà, vous pouvez faire pause, revenir en arrière, revoir cette vidéo autant que vous le souhaitez. Allez, bon courage à tous!